La France est là, les États-Unis vont frapper de plus en plus fort. Ça va être les propos du président Trump dans quelques instants, et c'est ce clip que la Maison-Blanche a produit tout à l'heure. Regardez. On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commenced Operation Epic Fury. I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Boom, boom, boom. Et voilà le message des États-Unis. Nous venons à peine de commencer le combat, disent-ils. Nous sommes avec Alain Boer. Bonsoir Alain Boer. Nous sommes avec le général Dutartre. Bonsoir. Les images de l'Iran bombardé très puissamment, à la fois par les Américains et par les Israéliens. Et il y a quelques secondes seulement, cette annonce faite par l'armée israélienne. Une série d'attaques contre les aéroports militaires en Iran est maintenant terminée. Ils sont en train de frapper encore plus fort, Alain Boer, comme s'il y a une forme d'urgence. Non, pas une forme de palier. Palier. Structurellement, un processus anti-aérien, anti-radar, l'effet d'aubaine de l'élimination de toute la direction iranienne parce que c'est un effet d'aubaine et qu'elle a précipité tout ce qui aurait dû se dérouler de manière plus étalée et visiblement dans une logique plus lointaine, puisque tous les équipements nécessaires, notamment les équipements de protection, vous savez que les deux groupes aéronavals, le Lincoln c'est le groupe Glaive et le Gerald Ford c'est le groupe Bouclier. Plus le Bush maintenant. Alors le Bush va remplacer probablement Gerald Ford parce que le Gerald Ford il est là depuis très longtemps, je crois qu'il a près de 9 mois de... ce qui est vraiment très très long, hein, même pour un porte-avions, parce que c'est encore pire pour un sous-marin, mais là, vraiment, il va le remplacer probablement. Il faut savoir que sur les 11 groupes aéronavals américains, ils n'en ont que 5 opérationnels, et donc 3 vont être regroupés au même moment, au même endroit, pendant une période relativement brève, et puis ils ont décidé de déplacer un des groupes plutôt en mer Rouge et pas seulement vers le Golfe au nord et au sud. Donc il y a des transferts, mais je pense que ils ne vont pas rester à 3 très longtemps. Voilà. Expliquez-nous, général Dutartre, pourquoi cela met tellement de temps du point de vue des Américains et des Israéliens alors qu'ils ont 500 avions de guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une telle vague de bombardements successifs ? Tout simplement parce qu'on est vraiment dans une campagne aérienne systématique en fait. Il y a un élément de comparaison qui est intéressant, c'est la guerre du Golfe numéro 1. La guerre du Golfe numéro 1, on avait plus d'avions, on avait moins, si vous voulez, d'objectifs à traiter, parce qu'on traitait quoi ? C'est le Koweït, les forces de Saddam Hussein qui étaient alignées comme ça en plein désert. Vous avez volé à cette époque-là ? Oui, absolument, absolument. Et puis derrière, les bases aériennes, les défenses aériennes pour... C'était la première fois quasiment dans l'histoire qu'on prenait complètement le ciel d'un adversaire. Quel point de comparaison vous avez ? À l'époque, c'était en coalition. Oui, donc la France y en était, vous en étiez. Oui, absolument. Il y avait presque 40 pays qui étaient en coalition et il y avait une formidable en fait armada aérienne et ce qu'on avait découvert là-bas, c'est toute l'organisation de la campagne aérienne au bout de 45 jours. C'est pour ça que moi je citais le mot de 45 jours parce que c'était un bon repère en fait pour un conflit de type Irak et Koweït. Décrivez-nous une opération puisque vous étiez dans un de ces avions. Qu'est-ce que c'était comme avion à l'époque ? Le Mirage 2000. En Mirage 2000. Voilà. Décrivez-nous là.
d'où ils partent. Enfin, si on peut faire une moyenne de ces avions, notamment qui frappent. Alors là, je ne sais pas si c'est des Tomahawk ou des avions qui frappent à Téhéran. En fait, ce qui se passe, c'est d'abord vous structurez l'espace aérien adverse. Vous confiez une partie à un pays, par exemple, dans ce cas-là, Israël. Nous, on avait des portions d'espace et on faisait des opérations 24 heures sur 24. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas actuellement au-dessus de l'Iran. Il y a des tranches comme ça, on voit bien, où il y a l'Israélien, par exemple, font une campagne pendant 2 ou 3 heures sur le théâtre et après se retire. Et ça explique d'ailleurs pourquoi vous avez des missiles qui sont partis de l'Iran et qui sont venus toucher Israël, parce qu'il y avait une fenêtre, si vous voulez, où ils avaient une certaine impunité. Donc nous, c'était 24 heures sur 24, on avait quand même 2000 sorties par jour. Aujourd'hui, on n'en est pas là, hein. Je pense qu'on en a 500, 700, ce qui est déjà énorme. Et puis, il n'y a que 2 pays. Et puis surtout, le chemin est long. Pour les Israéliens, le chemin est long parce qu'ils doivent traverser tout l'Irak. Et on comprend là que c'est une affaire qui va durer s'ils veulent aller au bout. Or, à l'instant, petite déclaration un peu une petite tartarinade du président Trump qui dit la guerre est quasiment finie. Il parle à CBS. Oui, parce que le président Trump, il décide de ce qui commence, de ce qui se termine, et du fait qu'il a gagné quoi qu'il arrive. C'est le cœur de ce qu'il est, du Trump extérieur, et puis vous avez le Trump intérieur, celui qui a déclenché la guerre, le Trump casquette blanche 45-47, qui ne bouge pas d'un millimètre du prompteur. Vous avez ensuite le Trump casquette rouge qui déborde un peu, et puis le Trump de la 117e interview donnée depuis, parce qu'il y a certes une grande conférence de presse tout à l'heure, mais la saturation de l'espace médiatique, comme je l'indique là, et c'est votre livre, permanente. Trump, Le pouvoir des mots, c'est chez First Edition. Oui, elle est permanente, la saturation. Et pour aller dans le sens du général, il faut rappeler que quand l'OTAN a frappé la Serbie pour mettre fin au massacre dans le Kosovo, ça a duré 99 jours. Pour un tout petit pays, l'ensemble des forces coalisées de l'Alliance Atlantique voulant mettre fin à un massacre interethnique né de l'explosion de l'ex-Yougoslavie, et y compris avec quelques débordements comme un missile qui est tombé sur l'ambassade de Chine, ce qui n'a pas amélioré les relations entre les Occidentaux et les Chinois. Donc une campagne aérienne, purement aérienne, c'est long, c'est structuré, c'est par palier, c'est déterminé, et puis il y a une curiosité, c'est les lanceurs. Le problème des missiles, c'est pas les missiles. C'est les lanceurs. Or, l'idée jusqu'à présent était de détruire les lanceurs. Chaque fois qu'un missile partait, on détruisait le lanceur, ça réduisait le nombre de lanceurs, donc le nombre de missiles. Surprise du chef, car il y a toujours des évolutions, au-delà des dizaines de milliers de drones iraniens qui n'arrêtent pas de partir, qui sont des tout petits drones pas chers et qui vont à peu près n'importe où, avec des évolutions qui les amènent à aller de plus en plus loin. On a découvert des fermes à missiles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des lanceurs, ils les cachent juste sous le sable, ils montent le système de lancement qui n'est donc plus automobile mais statique, mais invisible. Et là, tout d'un coup, il y a 6-8 missiles qui partent et ils n'ont plus de problème de lanceurs puisqu'il n'y a plus de problématique de véhicules automobiles. La révolution technologique de la guerre, elle est toujours ce qui change la tactique des opérations. Et ça, c'est une vraie transformation, ce qui explique pourquoi il y a encore des missiles qui partent, y compris de temps en temps des missiles à sous-munitions, car les Américains, avec les B-2, ont détruit l'usine de construction des Khorramshahr 3 modernisés, des Khorramshahr 4, qui sont des gros missiles qui vont loin, qui sont lourds. Ils ont des moyens de résister, plus qu'on ne pensait. Alors, pas plus qu'ils ne pensaient, mais c'est plus compliqué à détruire que ce qui était imaginé à cause de cela. Tout ce qui était connu, identifié, notamment par les services de renseignement, a été détruit, y compris une 5e site de construction nucléaire totalement inédit, Minjidai, au nord de Téhéran, qui a la tête inconnue. Alors que la 4e, la montagne d'Apioche, qui n'avait pas été attaquée précédemment, visiblement a fait l'objet d'une opération nocturne dont personne ne parle vraiment. Alain Bauer, vous êtes un homme de réseau, vous avez des contacts avec les services secrets du monde entier, et je sais, parce que je suis bien informé moi aussi, que vous avez même des contacts parmi les gardiens de la Révolution. Vous avez gardé parfois, les hasards de la vie font... les hasards de la vie, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Ils prennent tant de bombes sur la tête, et pourtant, ils nomment quelqu'un qui est un défi à Trump, qui est Khamenei fils, et ils continuent. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? La résistance, jusqu'au bout. Le martyr, c'est la logique du système. D'abord, à l'intérieur même du monde musulman, ils sont martyrisés. Depuis le 9e siècle, leur imam est caché, ils attendent qu'il arrive. Et ils ont développé un processus de dissimulation qui s'est ensuite étendu dans une partie importante du monde islamiste et pas islamique. Mais là, nommer un guide suprême dont ils savent très bien qu'il a la cible là. Oui, mais c'est fait pour.
y compris ses principaux ennemis à l'intérieur du système, ont voté pour lui. Enfin, c'est Vas-y, fait mon pour, gars. c'est pas très agréable. Pour lui? Enfin, oui. Ben non, mais il l'a voulu. Hein, il n'est pas nommé par hasard, il n'est pas marja, il est Hojat al-Islam, le niveau le plus bas. Il ne correspond à aucun des critères de la constitution iranienne. Son père non plus d'ailleurs. Donc l'idée que le système est flexible quand il le veut est possible. Il faut se rappeler qu'il n'y a que 2 modérés au Conseil des experts, une vingtaine d'indépendants et tout le reste était ce qu'on appelle des littéralistes. Mais à l'intérieur des littéralistes, il y a ceux qui sont contre l'hérédité. À vous entendre, ils iront donc jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au martyr. Oui, mais c'est parce qu'ils ont envie. Mais à un moment ou un autre, il se produira quelque chose. Vous avez un joueur de poker menteur, Donald Trump, face à des joueurs d'échecs menteurs, les Iraniens. Et le vrai patron de tout ça s'appelle Ali Larijani. Donc, tout le reste, tout ce dont on discute pour l'instant, c'est plutôt de la fumée, de la dissimulation, etc. Ali Larijani, il a écrit une lettre au président Trump qu'il a donnée au sultan d'Oman pour lui dire « Si vous nous attaquez, voilà ce qui va vous arriver ». Message direct. Il a fait ensuite le tour des monarchies du Golfe pour dire voilà ce qui va vous arriver aussi. Il a pris l'avion pour aller voir Vladimir Poutine pour dire voilà comment ça va se passer. S'il avait pu, il serait allé voir Xi Jinping. En fait, l'élément qui est en train de tout changer aujourd'hui, c'est le changement de pied de la Chine. Il y a 15 jours, la Chine a envoyé un groupe naval armé dans le Golfe, dont leur principal navire espion. Ils ont fourni 2000 tonnes de chlorate de potassium aux Iraniens pour qu'ils fassent fonctionner leurs missiles, leur ont fourni un système anti-aérien, des systèmes antimissiles. Et là, ils viennent de dire, nous, en fait, tout bien considéré, on est là pour rétablir la liberté de circulation dans le Golfe et nous pouvons aider, un peu ce que le président de la République vient de proposer quelque part, à aider la liberté de circulation dans le Golfe. En fait, cette guerre ne nous concerne pas. Alain Boer, je recommande votre livre parce que notamment vous expliquez bien ne jamais reconnaître quand il y a un problème. Ça, c'est une des bases et illustration. Ne jamais reconnaître qu'on a perdu. À l'instant, sur CBS, il dit leurs missiles, il parle des Iraniens, sont dispersés, leurs drones sont détruits de toutes parts, leurs usines de fabrication aussi. Si vous regardez bien, dit-il, il ne leur reste plus rien. Militairement, il ne leur reste plus rien. C'est à se demander d'où partent les drones qui arrivent en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, etc., etc. Regardez, et aidez-nous à commenter ça, s'il vous plaît, Général, l'arrivée du Bush. Les États-Unis dépêchent sur place le 3e porte-avions. Et les images en témoignent. Combien portent-ils d'avions, à peu près ? Généralement, ils en portent 60 à 90. En fait, ça dépend combien d'unités on transporte, essentiellement des F-18 et des F-35. Et donc, je pense qu'effectivement, ils vont faire la relève. Ils vont peut-être se croiser un petit peu avec le Lincoln, assurer la relève. Mais vous savez, là maintenant, on est rentré dans vraiment une seconde phase qui va être systémique, en fait. Enfin, je vais pas systémique, mais systématique. Ça veut dire que vous avez une planification qui est extrêmement bien travaillée. Ça va être quasiment jour et nuit, mais avec des slots, en fait, parce qu'il y aura, à mon avis, pas la même intensité que pendant la première guerre du Golfe. Mais par contre, les objectifs, en permanence, vont être analysés. Et il y a de quoi tenir, mais des semaines, voire des mois. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout, sauf si il y a un événement qui se passe. Mais comme les Iraniens sont extrêmement déterminés, enfin, en tout cas, pour le représentant maintenant des gardiens de la Révolution, et puis qu'il est de l'intérêt des Américains, y compris des Israéliens, de détruire le maximum d'armement. Donc, ce qui va être un très bon indicateur pour nous, c'est ce qui part d'Iran tous les jours. Combien de drones attaquent encore leurs voisins, attaquent les pays arabes voisins, et combien de missiles vont encore toucher Israël. Il y a un élément extrêmement important qui est une nouveauté, c'est que pour la première fois, ils ont tiré 7 missiles multitêtes. Alors, missiles balistiques, et ça c'est nouveau, et ça pose un problème à Israël. Pourquoi ? Parce que le dôme de fer n'est pas organisé pour intercepter des multitêtes. Éclairez-nous sur l'image qui va suivre, puisque les B-52, une nouvelle vague de B-52 arrive, ils ont passé par la base de Fairford, et notre chef d'édition, Baptiste Amossé, qui est un passionné de choses militaires, voulait vous demander pourquoi ils ont un parachute derrière d'ailleurs. Ça c'est l'atterrissage, c'est-à-dire pour les freiner, parce qu'ils sont lourds, et ça va dépendre, si vous voulez, de la longueur de piste. Un appareil, s'il arrive très chargé comme ça, d'abord, vous tirez le parachute pas systématique. Chargé parce qu'il est chargé quoi, de bombes ? Faut leur demander, mais c'est vrai qu'ils emmènent parfois aussi de leur armement. C'est pas tous les jours, mais la meilleure manière d'être directement opérationnel, c'est d'arriver avec ces bombes sous le ventre. C'est ce que nous on avait fait quand on avait déployé très rapidement en ex-Yougoslavie, par exemple. Et puis ça évite de régler le problème de l'utilisation massive des munitions, qui a été basée dans les Émirats et dans les bases locales. Alors une partie des bases ont d'ailleurs été touchées, notamment un système radar extrêmement important au Qatar, je crois.
Et Oui. puis, deuxièmement, ils ont un problème. Autant les munitions des B-52, il y a des stocks pour l'éternité et plus si on veut. Par contre, les munitions de type Tomahawk et missiles balistiques sont en baisse tendancielle due à leur surutilisation par tout le monde. Alors, les plus efficaces ayant été les Abu Dhabiens, qui ont réussi à intercepter presque 99% de ce qui leur est tombé dessus. Et il en est tombé quand même énormément. Hein. Les Iraniens ont bien choisi leurs adversaires, puisque c'est la Sparte des Émirats, hein, l'endroit le plus dur, le plus puissant, là où les pilotes sont des Abu Dhabiens, là où ils sont eux-mêmes en charge de leur propre sécurité. Ils ne l'ont pas sous-traités, mais du coup, ça évite d'envoyer des avions vides et d'avoir à les ravitailler, puis de renvoyer des munitions avec d'autres avions, des C-17, dont le niveau d'utilisation est devenu extraordinairement intensif. Il faut se rappeler qu'une partie de ces avions ne sont pas tout jeunes. Le Gerald Ford est le porte-avions le plus moderne, mais son prédécesseur est relativement... le Bush, qui est juste... il a deux numéros d'écart avec le Gerald Ford. Par contre, le Lincoln est une vieillerie qui a 50 ans. Et de la même manière, le B-52 qu'on venait voir avec le parachute derrière lui, c'est lui qui va atteindre le record en fait, de durée. Il va voler presque 75 ans. 75 ans. Et son changement moteur est en retard de 5 à 7 ans. Parce qu'il doit être modernisé et qui sont en retard là-dessus aussi. Ce qui n'est pas le cas des bombes qu'ils portent, par contre, qui sont en voie de modernisation accélérée. Elles sont maintenant, ce sont que des armes de grande précision. Oui. En fait, donc, ce ne sont plus les camions à bombes qu'on voyait malheureusement durant la guerre du Vietnam. Maintenant, c'est des armes de haute précision et donc vous rentrez les coordonnées GPS, notamment des cibles que vous voulez toucher. La réalité contredit un peu le président Trump. Le président Trump, ils sont à bout, ils n'ont plus rien, etc. La réalité est un petit peu différente puisque l'Iran arrive encore à tirer des missiles, y compris contre un territoire qui est de fait territoire de l'OTAN, qui est la Turquie. Un missile balistique tiré depuis l'Iran a pénétré l'espace aérien turc. Il a été intercepté par les défenses de l'OTAN. Et c'est la deuxième fois en 6 jours que cela se produit. Ça, pour la Turquie et pour l'OTAN, c'est quelque chose. Alors, en fait, la vraie surprise, ça a été l'attaque contre Chypre, que personne, je dis bien absolument personne n'a vu arriver. Chypre, territoire européen, présidence de l'Union ces temps-ci, 2 bases totalement britanniques. Ce ne sont pas des bases chypriotes occupées par des Britanniques, elles sont territorialement anglaises. C'est d'ailleurs un des hobbies du président Trump que de vouloir avoir ça au Groenland. Il ne veut pas acheter tout le Groenland, mais il veut des bases américaines au Groenland, et totalement américaines. Là, personne ne l'avait vu. Les Iraniens expliquent que pour Chypre, ils visent l'Azerbaïdjan, pour la Turquie, et pas la Turquie, qu'ils se défendent bien d'attaquer la Turquie, même si le président Erdogan, après avoir laissé passer l'arrivée du premier morceau de missile sans trop rien dire, a expliqué que là, il fallait arrêter de jouer. Pourquoi il a lancé les F-16, là ? Parce que l'Azerbaïdjan, c'est la maison mère des Azéris, 15 millions d'Azéris, plus grosse minorité existante en Iran, et que les Américains aimeraient bien voir se révolter, ou en tout cas créer une agitation locale, et c'est surtout l'endroit où il y a le deuxième oléoduc qui permet d'éviter le détroit d'Ormuz et qui est un oléoduc qui permet aussi d'alimenter les Israéliens. Le deuxième oléoduc est à Fujairah aux Émirats et lui aussi a été attaqué. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre, c'est que la guerre se fait aussi sur le terrain du pétrole, raffinerie, mais aussi oléoduc, contrôle du détroit d'Ormuz, ou en tout cas tentative de fermeture, et sur l'eau, qui est le sujet qui est aujourd'hui ouvert. Les usines de désalinisation, les Émirats, les monarchies du Golfe, elles vivent sans pétrole, même pendant un certain temps, mais pas sans eau. Comment se fait-il que ça arrive jusque-là, général ? Il y a entre l'Iran et la Turquie, la route est longue, hein. Personne n'arrive à arrêter ce missile. Non, pas du tout. Si vous regardez la carte, en fait, il y a 350 km de frontières communes. Oui. On oublie. Donc, en fait, l'OTAN a une frontière commune avec l'Iran. Ça, on ne réalise pas grâce en fait, à la Turquie. Donc, il y a une frontière commune. Donc, si vous tirez des missiles un petit peu en Azerbaïdjan, vous tangentez, voire vous survolez le territoire turc. Et même chose lorsqu'il y a eu un tir vers... Mais il n'est pas tiré à la frontière. L'Iran est un immense pays, et Turquie... Personne, les Américains n'ont pas la possibilité de le repérer et de l'abattre avant. Si, a priori, s'il était intercepté, je pense que les Américains, ils sont pour quelque chose. Hein. D'ailleurs, si c'est vraiment en Turquie, je pense que c'est pas évidemment les Turcs qui étaient visés, mais plutôt les bases américaines. Il y a des bases américaines très importantes en Turquie. Dont une avec des armes nucléaires tactiques. Oui. Là, les Iraniens arrivent à viser la Turquie. Ils arrivent à toucher les Émirats arabes unis. On va voir une séquence très impressionnante où les Émiratis arrêtent le drone iranien. Peut-être voir la voir et l'écouter même. Target destroy.
Général Dutart, décrivez-nous la scène. Ben, seulement, ce que vous entendez, c'est du tir canon, en fait. Ouais. À l'œil. Il le fait à l'œil. Ah ouais. Non, il tire, À l'ancienne. non, et puis après, il le cible. Mais en fait, l'avantage, c'est que ces petits drones que l'on voit bien, on reconnaît bien les Shahed, ça va pas très vite. Hein, ça va à 119, enfin, de 200 km/h. Donc là, c'est soit à bord d'un hélicoptère, ça peut être un bord d'un hélicoptère, ou d'un petit avion. C'est un hélicoptère, je sais pas, apparemment. Tucano. Ouais. C'est un hélicoptère. Oui. Donc c'est ce qui me Regarde, semblait les gestions de condescendance du général d'aviation. Pas du tout. Il dit Non, non. hélicoptère, c'est un peu moins bien, quoi. quand même. Non, pas du tout. C'est très bien. Non, je pense Ça même va à que la bonne vitesse, l'hélicoptère. ah oui, exactement, L'avion, il c'est- va trop vite. Mais vous Exactement, c'est la n'avez bonne jamais vitesse. piloté d'hélicoptère, vous? Si. Ah, Mais justement, d'ailleurs, je pense même qu'en France, je ne sais pas si on a la réflexion jusqu'au bout, mais on devrait utiliser certains de nos hélicoptères vraiment en anti-drone, parce qu'il faut. Les terriens ont fait ça, ils ont réhabilité des vieux Renault des années Exactement. 70 en remettant de la mitrailleuse, on va Oui, dire. Enfin, et ce que vous pouvez constater sur la conduite de tir, regardez, c'est une croix. Ouais. Rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de radar, de détection. Donc ça, expliquez-moi bien. C'est vraiment à l'œil, c'est-à-dire le pilote fait comme ça, il n'y a pas un radar qui l'aide. Non, il a une croix pour une visée optimisée. Alors là, peut-être qu'il accroche un petit peu quelque chose, c'est pas très clair. Mais lorsque vous avez uniquement la croix, vous n'avez pas d'accrochage Oui. sur la cible, et ben là, ça veut dire que vous le faites à l'œil et à une certaine distance optimisée. À l'ancienne, comme dit Alain Bauer. C'est ce que les Ukrainiens font. Les Ukrainiens ont expliqué qu'il fallait arrêter avec les missiles à 1 million pour les drones à 50 000, Exactement. que maintenant, il fallait faire à l'ancienne. Et d'ailleurs, ils ont rééquipé intégralement, y compris à la pétoire, c'est même à l'antique, là, même plus à l'ancienne. Et ça marche très très bien. Et l'armée de terre, avec beaucoup d'intelligence, je salue la volonté du général Schill, qui a eu l'intelligence de faire exactement ce que le général Dutart vient de dire, a dit on va réhabiliter des vieux camions canons à l'ancienne, et ça marche très très bien sur les drones pas chers. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On vit au moment là, il est 20h50 heure de Paris, ce qui se passe c'est extraordinaire. Le président Trump a dit, alors c'est de la redemontade typique, hein, parce qu'évidemment tout ce qu'on voit là montre que ça n'est pas vrai, mais il dit les Iraniens n'ont plus rien. Et le cours du pétrole a baissé d'un coup. C'est la magie de la parole présidentielle, comme dit Ronsard, a suffi à provoquer une chute tout à fait notable du Brent, par exemple. Oui, mais c'est la force du président Trump. Le président Trump, il maîtrise Le pouvoir des mots, Comme. First Edition. et le choc des armes. Regardez, On peut rajouter un... si vous voulez m'engager comme battleur, Ah, je peux faire... vous remercie. Mais parce qu'il fait, mais depuis 40 ans, il fait la même chose. Depuis 40 ans. Il a commencé par dire ça contre le Japon et les exportations de voitures et de magnétoscopes. Ensuite, il a expliqué comment il fallait gouverner le pays en 2000. Nous faisons tous d'immenses efforts pour ne pas lire et ne pas comprendre. mais c'est qu'il y a faux, plusieurs là en problèmes. l'occurrence. Mais c'est pas Parfois, le il sujet. dit souvent la vérité, mais en l'occurrence, c'est faux. Parce que les responsables politiques disent toujours la vérité et ne mentent jamais. Ah bon Lui, il en a fait un art. Un art qui, à page 19, les 5 règles du Trump, ne jamais reconnaître qu'on a Regardez perdu. ça. Ça, c'est vraiment le vendeur, il connaît par cœur les pages de son livre. Ça fait longtemps que je l'ai écrit, donc c'est oui. fini. Mais les Darius, 5 règles... est-ce que vous en doutiez? C'est Claude Lanzmann qui disait lisez page 237. Voilà, exactement. Oui, Allez. mais vous, je sais que vous lisez, donc c'est Bien pour ça, sûr. C'est pas le cas de tout le monde. Quoi Mais qu'il les en règles soit. sont la saturation médiatique. Ne jamais reconnaître qu'on a perdu, toujours dire qu'on a gagné, même quand on a perdu. Ne jamais se tromper, on a toujours raison. Avoir un réseau qui permet de confirmer tout ce qu'on vient de dire. C'est une il règle fait- de vie. Oui. Ça vaut il pour le la vie. fait, il l'applique. Ça vaut pour la vie professionnelle, la vie il a inventé- conjugale. je ne sais pas. Il a inventé la télé-réalité politique. C'est ça l'extraordinaire côté. Mais pardon, Alain Bauer, si on revient au sérieux, quand on regarde ces images, on voit bien que c'est quand même très embêtant pour la crédibilité des États-Unis. Tous ces États sont des États vassaux. Ils ont sorti le carnet de chèques depuis des décennies pour se payer une sécurité. Or, on en est à tirer à l'œil un peu à l'ancienne des drones qui arrivent. Darius, pour être sérieux, c'est en complément. Parce qu'il y a beaucoup de missiles solaires qui sont partis, qui Oui. sont coûteux. Là, le gros intérêt, c'est que du coup, c'est filmé. Parce que vous avez des caméras qui sont à bord et donc ça vous permet d'avoir des images spectaculaires. Bien sûr, mais général, c'est très emmerdant pour eux. Regardez cette image-là. Ce sont des pays, ils font toute leur crédibilité en disant on est les nouveaux Monaco, Luxembourg, Suisse du Proche-Orient. Et c'est pas Monaco, là. Non, mais attendez, vous avez vu le nombre de bombes volantes qui ont été envoyées par l'Iran. C'est Ouais. considérable. Et en plus, Donc ils sont pas à bout, contrairement à ce que dit Trump ce soir. Non, mais pas totalement à bout, ça c'est clair. C'est ce que je vous dis. L'indicateur, en fait, pour suivre cette guerre, c'est tout simplement la capacité de l'Iran à envoyer des armements sur ses voisins ou sur Israël. Et donc ça va vraiment être le thermomètre qui va nous prédire, en fait, quand est-ce que la guerre risque de s'arrêter. Mais on l'a dit maintes fois, là où les Américains ont péché,
et les Européens et les OTANiens, c'est de ne pas avoir tiré plus tôt, si vous voulez, les leçons de la guerre en Ukraine. Toutes ces drones, on pensait que ça resterait en Ukraine, mais oui, mais là, quelque part, ça nous rattrape parce que ça touche nos intérêts directement. On se disait qu'en Europe, on était loin, que c'est pas ça. Non, il faut réagir rapidement et c'est ça, il faut s'adapter. Bombardement des Iraniens sur le dépôt pétrolier de Bahreïn. Le bombardement iranien a provoqué un incendie dans le complexe pétrolier de la ville d'Al-Mamer à Bahreïn. Les dégâts... C'est leur plus gros champ de pétrole qu'ils ont découvert tardivement d'ailleurs. Très mauvaise nouvelle pour Bahreïn. Ah oui. D'autant que c'est 75% chiite, que c'est un pays très difficile à maîtriser, qu'il a failli basculer, que c'est une force d'intervention saoudienne qui a traversé le pont de Bahreïn, d'Arabie Saoudite vers Bahreïn, avec marqué dessus division Karbala, ce qui n'est pas le message le plus sympathique pour les chiites, puisque c'est là où ils ont perdu une bataille historique, et qui avait permis à Bahreïn de rester dans le camp, on va dire, occidental. Non, c'est un vrai sujet. Mais ils ont attaqué aussi une immense raffinerie saoudienne, et on sent bien la difficulté qu'ils ont. Donc autant ils arrivent à intercepter 96 à 98% de ce qui leur tombe dessus. Nous ne serions pas capables de faire la moitié, eu état au retard que nous avons pris en matière de défense anti-drone, il faut dire la vérité. Nous avons un rattrapage formidable de start-up et d'opérations. Je parlais de l'armée de terre tout à l'heure en anti-drone, mais aussi les Ukrainiens viennent aujourd'hui délivrer leurs conseils et leurs outils de disruption des signaux ou de liquidation des drones à toutes les monarchies du Golfe et aux États-Unis, puisque le président Zelensky, dans sa grande bonté, a répondu à l'appel des Américains pour qu'on vienne les aider. Alain Boer, grand enjeu, c'est évidemment tout ce qu'on voit, Bahreïn, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc. Mais c'est aussi ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Regardez le marine traffic, qui montre très bien de quelle manière, voilà, cette image-là est très parlante. On voit ces pauvres navires qui font des ronds dans l'eau d'un côté et de l'autre. Il en manque un certain nombre, notamment chinois, qui ont éteint leur GPS. Transpondeur, c'est ça, oui. Et qui se passe. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, un certain nombre d'opérateurs ont négocié une sorte de passage discret qui arrange tout le monde. Les Indiens, il faut se rappeler que la quasi-totalité de ce qui passe là ne vient pas chez nous. C'est les Chinois et les Indiens, essentiellement les Chinois. Enfin, c'est l'économie mondiale à l'arrivée quand même. Oui, enfin, c'est 90%. Et donc l'intérêt général est qu'il n'y ait pas de réaction brutale de la Chine. Et la Chine est plutôt favorable aujourd'hui à une solution amiable visant à préserver le trafic d'un côté tout en laissant la guerre se dérouler de l'autre. Vous avez gardé des contacts en Chine aussi ? Je garde des contacts partout, je parle à tout le monde, cher Darius, c'est ça qui est bien. Il y a des francs-maçons en Chine ? Ah ça, j'en sais rien. Bon, vous êtes nul, ancien patron des francs-maçons, vous devez savoir ça. Je ne crois pas, non, c'est pas tout à fait compatible avec le Parti communiste chinois. Je crois qu'ils ne sont pas tout à fait en phase. Mais vous avez raison d'en parler parce que c'est vraiment l'enjeu majeur de ce qui va se passer. Pour moi, la bataille d'Ormuz n'a pas commencé encore. Et d'ailleurs, je m'étonne, parce qu'on pense à Alain, je m'étonne qu'elle n'ait pas commencé d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'enjeu majeur. Et d'ailleurs, le président Macron en a parlé tout à l'heure sur le porte-avions Charles de Gaulle, parce qu'il se réserve, si vous voulez, la capacité en fait d'organiser une coalition qu'il commence à faire, mais évidemment, ça doit se faire en coordination avec les Américains et les Israéliens parce que c'est un enjeu majeur pour tout le monde. Et on ne peut pas laisser le détroit d'Ormuz sous le contrôle des gardiens de la Révolution. C'est pas possible. Donc il faut y mettre de l'ordre. Et pour l'instant, cette bataille n'a pas commencé. Mais je crois que le bon opérateur sera l'opérateur Pékin. Mais je le pense également, oui, mais absolument. Parce qu'il sera en situation de garantir la liberté de circulation dans certaines conditions et d'éviter que, parce que s'il y a deux pétroliers qui coulent au mauvais endroit, au goulot du détroit d'Ormuz, il n'y a plus besoin d'Iraniens pour le protéger, il n'y a plus rien qui passe. Parenthèse, à l'instant, on revient légèrement en arrière, mais le ministère britannique de la Défense, là, immédiatement, il y a quelques secondes, annonce que des avions de chasse britanniques sont entrés en action pour abattre les drones qui survolaient la Jordanie et le second précisément à Bahreïn. C'est déjà arrivé. C'est ça. Et ça, c'est traditionnel, nous le faisons aussi depuis la guerre des 12 jours. Et de plus en plus, ça se fera puisque la France est engagée en matière de défense, et notamment, nous avons un accord de défense extraordinairement contraignant avec Abu Dhabi, qu'ils n'ont pas actionné
en termes de défense mutuelle, puisque c'est un des accords le plus contraignant que nous ayons C'est le plus signé, contraignant. je crois, de tous nos accords de défense. Ben, on peut l'appeler ça contraignant. Moi, je parle le plus fort, en fait. Le plus fort, voilà. Le plus fort. Mais ils n'en ont pas actionné parce qu'ils arrivent justement, ils ont 6 systèmes anti-drones, anti-aériens, anti-drones d'une rare efficacité, plus que les Israéliens, qui n'en ont que 3. Donc c'est dire à quel point les Abu Dhabiens se sont préparés à cette situation, et même s'il y a des morceaux qui tombent par-ci, par-là, ce sont en général des débris ou quelques drones, mais très peu par rapport aux centaines dont ils ont été directement les cibles. Ils sont extrêmement réactifs, les Émiratis. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ouais. Je connaissais très bien le patron, Khaled, le patron de l'armée de l'air émirati à l'époque. Et ils étaient équipés en Mirage 2000, un 2009, des Rafales. Et ils ont un système... En fait, ils ont pris un peu le meilleur du français, le meilleur de l'américain. ouais. Ils ont pris tout le monde. Ils ont pris tout le monde. Regardez, voyez comment les Américains veulent réagir pour, comme vous le dites, reprendre d'extrême urgence le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est le bombardement de navires iraniens. Celui-ci qui est très visible, disons, on est là au large de Bandar Abbas et les Américains montrent leur volonté de rétablir l'ordre, d'essayer en tout cas. Ils ont détruit les 2/3 de la flotte, on va dire, lourde. Oui. Il ne reste pas grand-chose. Quelques sous-marins, beaucoup plus. Ils en ont détruit qu'un seul sur une vingtaine. Ça, c'est un sujet. Mais le problème, c'est les petites vedettes des gardiens de la Révolution qui sont les plus dangereuses et qui ont fait régner la terreur dans le Golfe, en rackettant, en interpellant, en négociant, en bloquant pendant très longtemps, y compris hors des eaux territoriales. Alors les eaux territoriales iraniennes, c'est compliqué à déterminer vu la largeur du détroit, mais il y avait un enjeu. Là, ils ont à peu près détruit tout ce qui était important, porte-drone, soi-disant porte-avions, mais enfin on peut pas appeler ça vraiment une barge avion, une barge porte-aéronef, soyons gentils. Porte-drone aussi. Porte-drone aussi, et puis beaucoup de bâtiments de haute mer, comme on dit. Mais les autres, il reste beaucoup de vedettes, énormément, et une grande partie de la flotte sous-marine. Mais ils n'ont pas détruit le port de Bandar Abbas aussi. S'ils le détruisaient, il n'y aurait plus de flotte du tout. Ils n'ont pas pris d'assaut l'île de Karg, où là, il n'y aurait plus du tout d'exportation de pétrole. Il y a des enjeux qui ne sont pas encore, comme le général l'a très bien rappelé, qui n'ont pas encore été signalés, probablement parce que dans le plan tel qu'il a été imaginé, ils arrivent plus tard. Oui, je pense, oui. Mais ça va être le sujet. Ça va être le sujet. Soit la Chine arrive à dire bon, maintenant on arrête là. Moi, je veux qu'il y ait une circulation normale. Donc, on sent qu'il y a un effort diplomatique important de la Chine, voire de l'Inde. Et vous avez d'ailleurs une intervention du ministre Wang Chi, que je vous recommande, Wang Chi, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a fait 2 interventions en même temps. La première pour dire l'intervention américaine c'est mal, capitalisme, impérialisme, et juste après, nos relations avec les États-Unis se sont énormément améliorées et nous continuons à avancer diplomatiquement. Ce qui veut dire qu'il y a un dialogue, et cette question est au cœur d'un dialogue sur le rétablissement de la circulation dans le détroit pour les intérêts supérieurs de la Chine, mais ils ont aussi laissé ouvert d'autres. Parce qu'il y a de l'hélium aussi, ça nous concerne. Il n'y a pas que du pétrole dans cette affaire. Il y a de l'hélium, il y a des pièces détachées, il y a des éléments essentiels de fonctionnement d'une partie de l'industrie occidentale. Est-ce que les Américains peuvent aller jusqu'à une intervention au sol sur les rives du détroit, du détroit pour tenter quelque chose? Regardez, Washington Post révèle que ces derniers jours, l'armée américaine a brusquement et sans explication annulé un exercice d'entraînement majeur pour les parachutistes d'élite de la 82e division aéroportée. On est à Fort Bragg en Caroline du Nord. Dites-nous un mot de ça. Non, mais s'ils le font, il y a 4 000 à 5 000 soldats. Ils sont prêts à se déployer à 18 heures de préavis à tout moment. Oui, c'est-à-dire que c'est une option qui pourrait être envisagée, même s'ils n'intéressent pas, mais de faire une opération coup de poing. Et l'opération de coup de poing la plus crédible aujourd'hui, il y en a 2. Soit on va intercepter ces 450 kilos d'uranium enrichi, là, on ne sait pas trop si elles sont là, ou s'ils sont au fond sous la montagne et qui sont inutilisables parce qu'on ne peut pas y accéder. Donc là, il y a un doute. En fait, donc s'il y avait un lever de doute et qu'il faudrait récupérer cet uranium enrichi, ce serait une opération commando. Très grande prise de risque. Très énorme prise de risque. Mais de toute manière, dès que vous envoyez des troupes au sol, vous avez une grande prise de risque. Ça, c'est voir, comme on l'évoquait avec Alain Bauer tout de suite, c'est la maîtrise du détroit d'Ormuz. Donc ça voudrait dire quoi? C'est éviter que ces fameuses vedettes rapides comme ça sortent de sous le chapeau pour intercepter les pétroliers. Donc ça veut dire quoi? Peut-être maîtriser une bande à un moment. C'est pas totalement inenvisageable. En tout cas, le fait de mettre en alerte la 92e division aéroportée, ça donne des capacités. Ça montre aussi qu'il peut y avoir une détermination dans ce sens. Mais là, pardon. Je suis pas sûr qu'on en soit là
là aujourd'hui. On imagine le vertige, même Trump qui est souvent capable d'audace, là, s'il doit décider d'envoyer ses hommes, les parachuter sur le détroit d'Ormuz, on entre dans une autre dimension. Ça dépend pour quoi faire. Si c'est une opération commando, si c'est l'occupation de l'île de Kark, si c'est l'occupation de l'île qui est juste en face des Émirats, qui permet d'envoyer aussi beaucoup de drones et qui est à 3 ou 4 kilomètres. Des Émirats. Évidemment, ce sont des enjeux qui sont une opération spéciale de type limité, qui n'est pas une invasion, qui est une opération. Et c'est très spécifique et très particulier. Et là, les risques sont d'une autre nature. Moi, je ne crois pas à l'option de l'invasion. Elle n'a aucun sens. Ce pays est trop grand. Il est immense. Il est beaucoup plus unifié qu'aucun des autres pays que les Américains ont attaqué à tout point de vue directement américain, que ce soit la Syrie, la Libye, l'Irak. Mais pardon, Alain Boer, et vous, général, expliquez-moi, s'il devait y avoir cette intervention, puisqu'on comprend bien que ça tourne autour de ça, hein, si on reprend la carte de là on voit les parachutistes dans la nuit, si on reprend le détroit d'Ormuz, comment est-ce qu'ils opéreraient? Avec quel appui aérien? Où est-ce qu'ils débarqueraient? De toute façon, déjà, ils n'ont aucune barge de débarquement. Donc, ça ne peut être qu'un parachutiste. Alors, parachutiste, c'est quand même tir à vue. Il faut quand même rappeler, c'est Sainte-Mère-l'Église. Ça, les Iraniens savent faire. Et c'est des souvenirs pour la 82e armée, en plus. Oui, aussi, Airborne, donc en direct. Donc, c'est pas une idée magnifique. Il n'y a pas de barge de débarquement. Et pour faire arriver des barges de débarquement, il a fallu 6 mois. D'organisation et de préparation dans l'affaire guerre du Golfe et guerre d'Irak, si je me souviens bien, au moins. Donc c'est pas demain la veille. Par contre, une opération commando, ça peut se faire 15 minutes pour dessouder l'ensemble de la direction iranienne. 15 minutes entre l'information, la décision et avec un missile. Oui, mais il faut le faire quand même. Bien sûr, oui. C'est une préparation et une organisation. Oui, mais là le principe étant pas d'invasion, il n'y a pas d'invasion. Donc là, c'est des opérations commando qui se préparent de manière minutieuse par des forces spéciales. Et alors là, ça peut se faire effectivement dans un délai relativement bref, mais l'opération elle-même doit être relativement brève. Vous avez déjà largué des parachutistes, général? Moi, j'ai sauté en parachute un peu à toutes les hauteurs, mais d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer, vous savez, nos forces spéciales. Vous savez qu'on est capable de les larguer de très haute altitude. Et ils vont faire des kilomètres et des kilomètres. C'est ça. Comme ça. Une sorte de vol plané. Hein. Absolument, des vols planés de nuit. Avec une aile. Ah oui, avec une aile. Et les Américains aussi, bien sûr, ont la même chose, et les Britanniques aussi. Et ça, c'est extrêmement discret, en fait, à n'importe quel moment. Ça veut dire, expliquez-nous carte en main, qu'on comprenne bien. C'est-à-dire, même loin, relativement loin du tas d'Ormuz, on peut larguer des parachutistes de la 82e, par exemple, qui vont aller en vol plané jusqu'au Rive. Absolument, qui pourraient traverser toute la zone du Golfe. C'est-à-dire que l'avion pourrait décoller, voler au-dessus des Émirats, je caricature un peu, et puis suffisamment d'altitude, et puis l'impression qu'il fait demi-tour, mais pendant ça, il largue les parachutistes, et cela pourrait traverser tout simplement. On peut larguer combien d'hommes comme ça? C'est confidentiel. Oui, non, mais je veux dire, c'est de quelle ordre de grandeur? C'est des centaines, des milliers? Non, c'est pas des centaines. Pour les opérations spéciales, ce sont pas des centaines. Ce sont plutôt des dizaines, ou des commandos 5 à 8. Mais c'est pas avec ça qu'on va tenir les détroits d'Ormuz. Non, mais en fait, vous préparez l'opération avec ça. Vous pouvez faire vous pouvez faire. Vous avez toutes les cartes en main, en fait. Mais je ne pense pas qu'on en soit là, parce que, à mon sens, mais on n'a pas trop d'informations sur les objectifs qui sont traités, mais là où on va voir qu'on prépare quelque chose d'important, c'est lorsque toute la côte, là, va être systématiquement attaquée. Parce que la première chose, c'est préparer le terrain avec l'aviation, et donc, tout ce que vous voyez de la côte iranienne, tout autour du détroit d'Ormuz, il faut aller attaquer tous les objectifs de manière systématique. Quand Bandar Abbas commencera à être durement bombardé, c'est ça. Vous aurez un signal disant qu'il est en train de se produire quelque chose. Oui. Et soit c'est un élément de la troisième phase du plan qui est exactement ce qui doit être indiqué, soit c'est l'élimination de toute la puissance navale iranienne. Il restera quelques sous-marins, des drones sous-marins, puisque pour la première fois, un drone sous-marin iranien a coulé un bâtiment dans le golfe d'Oman. Ça, c'était aussi fait partie des inattendus et des surprises du chef. Mais sur le fond, une opération d'invasion longue et structurée, c'est plusieurs mois de préparation qui n'existent pas pour l'instant. Non, je pense qu'on n'envisage pas ça. Les troupes au sol, si c'est sous une forme de commando, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Parce qu'il y a les Navy Seals, il y a d'autres unités celles qui avaient tué Ben Laden, par exemple. Absolument. Là, c'est faisable? Oui, mais c'est comme toujours. C'est une opération dans le cadre est parfaitement défini. C'est pas une très très grande distance. C'est vraiment ce qu'on appelle une opération spéciale, tout simplement. Effectivement, aller chercher quelqu'un, aller faire détruire un PC. On n'arrive pas à le détruire par voie aérienne pour une raison X ou Y. Aller toucher.
toutes ces petites barques qui sont cachées en fait un peu tout le long de la côte iranienne. Enfin, vous pouvez imaginer tous les scénarios. Par contre, dès que vous envoyez comme ça des troupes, vous avez bien sûr un risque qui est important. Et il faut savoir que les Américains n'ont jamais oublié en fait cette opération spéciale entre guillemets, mais qui était ratée quand il fallait libérer les otages de l'ambassade. Libérer les Américains qui étaient détenus de l'ambassade des États-Unis en Iran. Parce que nous vivons là, hein, la disproportion. Il y a 500 avions de guerre. On a compris, parce que vous disiez 80 avions vont arriver encore avec le Bush. On va être pas loin de 600 avions. Hein. Mais oui, malgré ça, la République islamique a des moyens. Encore. Non, mais vous vous attaquez, comme Alain le signalait tout à l'heure, c'est un pays immense, l'Iran. Donc vous avez des objectifs partout, tous les symboles du pouvoir, tout ce qui a été amassé comme armement depuis des dizaines d'années. Tout ce qui est une capacité de faire du mal à ses voisins doit être traité. De toute manière, il n'y a pas d'autre solution tant qu'il y a la volonté iranienne de riposter. Mais il faut comprendre qu'ils se sont préparés avec une opération qui s'appelle, paraît-il, Mosaïque. C'est une décision du guide Ali Khamenei, de son fils, et d'Ali Larijani, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, qui a décidé que désormais l'ensemble des opérations étaient totalement décentralisées. Et le modèle de cette décentralisation, c'est l'Ukraine. Décentralisation de la décision, système Starlink de type plutôt chinois, modélisation en cas d'élimination de la tête, des sous-têtes et des sous-sous-têtes, un transfert de responsabilité quasiment automatique. Et donc une capacité de résistance et de résilience qui s'est développée sur l'ensemble du territoire. Là, on n'est plus dans l'idée je coupe la tête et il n'y a plus rien. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Et ils se sont mécaniquement préparés à cela depuis la guerre des 12 jours, où le guide a lui-même anticipé sa propre disparition comme une éventualité probable. Et donc c'est ça qui était intéressant. Le martyr toujours. Le martyr toujours est plus proche de là-bas, mais le fond de l'affaire, c'est que autant l'opération américano-israélienne se déroule comme prévu, autant l'opération iranienne se déroule comme prévu de leur point de vue. Ce qui est curieux de notre regard à nous, c'est de voir comment une force de résilience ou de résistance et une force d'attaque et de destruction fonctionnent toutes les deux de manière parallèle, comme si tout fonctionnait comme prévu, alors que mécaniquement, à un moment ou à un autre, quelque chose doit se dérégler parce que c'est l'histoire de la guerre. Et la limite du système, ça va être tout simplement la capacité de l'Iran à attaquer, en fait, et donc tout simplement ses armements.